Alors, attention, ça va être le clap, donc à partir de là, silence s'il vous plaît, un peu de discipline dans la salle. Hein. N'oubliez pas que vous êtes pratiquement ici en camp de travail à régime souple, mais quand même, vous êtes chez Staline, donc ça rigole pas. Là-dessus, eh bien, comme de coutume, évidemment notre phrase traditionnelle, on ne présente plus Abdourahmane Ouaberi. Si, on va le présenter, bien sûr, puisque c'est, quant à lui, la première fois qu'il nous rend visite. Nous sommes ravis, d'ailleurs, de l'occasion. Et c'est pourquoi on ne présente pas, en revanche, Cyril Richert, qui, lui, va se charger de présenter Abdourahmane et surtout les circonstances qui ont fait que nous avons jugé qu'il était essentiel, important, d'une grande urgence et actualité, d'aborder les questions qui sont évoquées dans son livre et dans une certaine mesure aussi dans celui de Cyril. Là-dessus, eh bien, je vous passe la parole. Très bien. Bien, bonjour à tous. Alors, juste puisqu'on me propose de présenter Abdourahmane Ouaberi, c'est Ouaberi ? Ouaberi. En fait, c'est pour son livre Autoportrait avec Mélenchon. Comme le titre, qui ne sera pas là ce soir, finalement. Finalement, un empêchement. Mais donc, comme le titre l'indique, en fait, autoportrait. Donc, Abdourahmane Ouaberi, il est romancier, poète, essayiste, scénariste, auteur de nombreux ouvrages. Né à Djibouti, tu m'interromps hein, si je fais des erreurs. Poursuit ses études en France. D'abord enseignant d'anglais en Normandie, il enseigne à partir de 2010 vers Los Angeles, tout en étant à la Villa Médicis à Rome. Puis en 2012, enseignant en Autriche. Il enseigne ensuite les littératures françaises et francophones et la création littéraire à Washington DC, District. Tout en résidant en Italie, à Milan, où il commence d'ailleurs son récit dans les premières pages de son livre, à l'automne 2023, et où il enseigne à l'université de Berne en Suisse. Donc en fait, pourquoi je passe un petit peu de temps à énumérer le parcours Pour pousser un petit peu okay, voilà. Pourquoi je passe un peu de temps à présenter le parcours d'Abdourahmane parce que, comme j'ai dit, il ne faut pas oublier le titre de son livre, Autoportrait avec Mélenchon. Et si on parle bien dans ce livre de Mélenchon, on parle surtout de Mélenchon au travers du parcours d'Abdourahmane. De son cheminement aux côtés de Mélenchon avant de rejoindre de se rapprocher en fait du Parlement de l'Union populaire en 2021 pour soutenir la candidature à la présidentielle. Donc comme Abdourahmane l'écrit, une aventure mi-confession autobiographique, mi-journal de campagne électorale. Donc d'abord, ce que je voulais te poser comme première question, c'est est-ce que tu pourrais nous parler de la méthode, du style du livre ? Parce qu'en fait, tu parles dans le livre au début en utilisant les mots anglais « travel writing narrative ». S'immerger dans un milieu, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la manière dont tu abordes le livre ? Bon, d'abord, bonsoir. Merci, mon camarade Cyril. Alors, Cyril, on se connaissait pas des siècles, on se connaît depuis son dernier livre, puisque nous avons la même maison d'édition. Voilà. Très belle maison d'édition bordelaise qui s'appelle Au bord de l'eau. J'y reviendrai. Je suis d'abord tout aise aussi d'être dans cette librairie que je ne connaissais pas, bien qu'étant parfois parisien. Et c'est monsieur qui est formidable, qui avait déjà engagé la discussion de Dominique, donc qui s'est dit, on va dire, de stalinien, il rigolait, mais je vais dire qui a la en tout cas, qui a, ok, mais qui a, on va dire, le souci du dialogue politique et de la dispute, au sens disputio. Alors, je voudrais peut-être commencer par juste dissiper un petit malentendu. Ce livre n'est pas une hagiographie de M. Mélenchon. C'est un parcours de la personne qui parle, donc moi-même,
Et ça raconte surtout combien j'ai essayé de raconter depuis les années 80 où je suis arrivé en France comme étudiant. Et avant ça, j'étais né à Djibouti. Donc, comme il y a des têtes chenilles devant moi, donc j'ai pas peur de dire, par exemple, je viens du territoire français des Afars et des Issa, Tefaï. Alors que quand les jeunes Français, nos jeunes compatriotes, quand je dis ça, ils croient que je viens de la préhistoire, quoi. Je raconte dans mon livre que mon premier président était Pompidou. Tu vois, c'est pas aujourd'hui Macron qui m'énerve, c'est déjà Pompidou. Donc je raconte cette histoire familiale, enfin on va dire personnelle, intellectuelle, de quelqu'un qui est à la fois africain et quelqu'un qui est à la fois français en même temps. Donc cette nouveau paysage, enfin ces paysages on va dire, et je profite de la figure de Mélenchon comme un espèce de prétexte, presque comme quelqu'un qui me permet de raconter ce que je vais raconter. Je viens d'arriver moi-même à mes 60 ans, donc je me dis peut-être qu'il est aussi temps que je parle de moi. Et voilà. Alors d'habitude, je suis aise de me retrouver ici puisque je suis classé dans la littérature francophone. Ces gens qui parlent notre langue mais qui sont aussi un peu différents, etc. Donc c'est mon premier livre, on va dire, d'actualité politique, alors que j'avais pas l'appétence pour écrire sur l'actualité politique de la France. Mais je l'ai fait un peu pour les raisons que Dominique disait, qui était à savoir le fait qu'il y a une opération organisée de s'attaquer à une force politique, en particulier des gauches. Et donc, je m'étais dit aussi, c'est aussi les moments. J'ai l'habitude, au fond, de prendre la parole. Et pour de très mauvaises raisons. Oui, pour des. Parce qu'on peut toujours débattre. Bien sûr. Non, mais je veux dire. Voilà, précisons quand même ça. Pour des très mauvaises raisons, évidemment. Mais je veux dire, ici, je crois qu'on comprend. Donc, je m'étais dit, finalement, ça va pas. Je suis, par exemple, interdit dans mon pays d'origine, à Djibouti, pour les mêmes faits, parce que j'ai écrit des livres, vous voyez. Donc, j'avais pas très peur de cette confrontation on va dire, de l'actualité. Alors, il est aussi possible, comme avec Cyril, je réside l'essentiel de mon temps à l'étranger. Lui, en Grande-Bretagne, moi, aux États-Unis, où j'enseigne une partie de l'année. Ce qui explique aussi mon rapport à la politique et cette nouvelle géographie de gauche, dont peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. J'ai pas vraiment l'impression... je suis pas dans le... on va dire dans le bocal français où Mélenchon est vilipendé matin, midi et soir. Donc moi je regarde avec un peu de distance, je lis presque pas la presse officielle, etc. Donc je me dis, je vais me raconter à travers... C'est là où on a un peu tous les deux un certain intérêt. Moi j'écris beaucoup sur les parallèles de la politique anglaise et de la politique française. Et je pense que le fait justement d'être à la fois en immersion dans un pays, mais à la fois en ayant un regard un petit peu extérieur, ça permet de voir des choses que l'autochtone ne verra pas. Ou en tout cas prêtera moins d'attention. Et du coup, voilà, il y a un certain intérêt là-dessus. C'est ça, on regarde notre pays un peu de loin et donc on n'est pas trop... on va dire, influencé par BFM, machin, et trucs, etc. Donc, tu as raison de parler de forme, parce que les livres ont une forme assez particulière, on va dire. C'est un espèce de voyage intellectuel ou de paysage intellectuel où on part. J'ai donné, quand j'ai commencé les livres, j'ai donné un séminaire à Berne, à l'université de Berne, qui m'avait invité pour un semestre. Et donc j'ai trouvé, en fait, j'ai parté de Milan où j'ai résidé et déjà allé à mes cours. Et donc j'écrivais dans le train. En fait, les livres, c'est écrit dans le train en Suisse, où j'étais assez ému et touché par l'impact écologique. Par exemple, moi qui viens du désert, moi je croyais que la Suisse était un pays tranquille, etc. Et là, on voit des glaciers qui disparaissent. Et les funérailles pour les glaciers m'avaient marqué. Totalement. Donc le livre a aussi des formes de récits de voyage où on parle de... Peut-être que là on peut parler justement du début de l'ouvrage où tu parles tu commences en parlant de l'anecdote avec un douanier à la frontière lorsque tu fais tes pérégrinations hebdomadaires entre l'Italie et la Suisse.
Et en fait, tu rencontres un douanier qui te voit avec un livre sur Mélenchon et qui te dit j'adore cet homme. Ouais, Et en fait, il y a énormément de récits, de passages de frontières dans la première partie de l'ouvrage, entre l'Afrique, entre les États-Unis, entre l'Allemagne. oui, comme je suis un nomade, donc j'ai un peu cette idée de... Donc c'est une vraie anecdote. En fait, c'était une manière d'introduire Mélenchon, tout en lui consacrant les pages qui parlent au fait de Mélenchon, des formes plutôt, parce que ça ne parle pas de Mélenchon. Il n'y a rien de personnel sur lui ou de sensationnel sur sa vie ou sur ses positions, blabla. Donc ça, je les laisse à la presse de Bolloré. Je reviens dans la troisième partie du livre de forme. En forme, je parle de dispositifs de mise en théâtre, du recours à la poésie, de son langage poétique. Et c'est un intellectuel qui a écrit 23 livres, etc. Donc ça, je parle pour la fin. Mais le début, je raconte plutôt ce qui nous est arrivé dans les années, à partir des années 80, et on va dire ce qu'on appellera le tournant néolibéral. Après, la deuxième partie, ça parle plutôt de mes étudiants américains qui vont, en fait, c'est d'où nous vient ce qu'on va appeler les nouvelles gauches. Donc ça nous vient de Porto Alegre. Et donc c'est toutes ces idées-là qui nous sont venues. La deuxième partie, moi j'ai beaucoup vu comme, autant la première partie, comme un constat de la dégradation. Depuis tu remontes à Pompidou, mais vraiment tu commences en 1981, Mitterrand au pouvoir. Et très vite, on retombe dans le... Tu parles d'horreur économique. Oui, le livre de Viviane Forester. Hein, et en fait... Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est un livre qui s'appelait L'horreur économique, oui, qui avait marqué, parce qu'il y avait une prise de conscience, qui avait quand même par toute une classe moyenne, on va dire... non pas de gauche, mais moyenne à tous égards, y compris politiquement, qui prenait conscience qu'il y avait quand même des sérieux problèmes autres que ma bite, mon Prozac ou aujourd'hui le réchauffement climatique. Il y en avait des plus immédiats, plus prégnants et d'énormes injustices, et que ça venait quand même, vous ne serez pas étonné dans la librairie hegeliano-marxiste, qu'on vous le dise, des rapports sociaux de production. Donc, sous une forme vulgarisée, ce livre avait été une première prise de conscience de toute une classe moyenne, il y a déjà pas mal d'années, qui avait quand même des sérieux problèmes, ce qui va d'ailleurs entraîner des réactions idéologiques qui vont de contre-feu, pour empêcher toute prise de conscience de ces vrais problèmes, qui vont nous amener à la situation actuelle, et donc où tu vas nous expliquer pourquoi tu considères que malgré tout Mélenchon a sauvé la gauche. Donc si on pourrait dire, point sur lequel nous ne sommes pas totalement bien sûr, bien sûr. bien sûr. Non, mais en parlant des Forester, il y a un autre, parce que c'est en fait j'essaie de faire un espèce de paysage. Le livre est en même temps 175 pages, mais j'ai fait une espèce de synthèse. Peut-être en parallèle à Viviane Forester, qui, moi, à l'époque, j'avais vu la chose arriver, pas avec des yeux marxistes, mais plutôt de la scène littéraire. On disait comment un livre économique, qui a l'air comme ça austère, a fait un best-seller, et cette femme qui avait tous les habitus de la bourgeoise nous avait montré quelque chose qu'elle appellerait l'horreur économique. Alors l'autre... C'est une bourgeoise avec un horizon qu'on qualifierait aujourd'hui de gilet jaune. C'est ça, mais c'est ça la contradiction et le paradoxe. Mais c'est ça notre France. Et l'autre personnage que vous aurez cité tout de suite, c'est avec qui j'ai un peu croisé au moins 2-3 fois, c'est Hessel, Stéphane Hessel. Donc vous voyez, c'est un peu donc de quoi sa librairie de référence. Ah bah tu le savais pas. Ça je savais pas. Moi on avait une autre. Il habitait, il est vrai, tout près d'ici. Mais il venait régulièrement ici. C'est là qu'il donnait ses interviews, etc. Ah bah moi j'avais une petite histoire avec lui, si je veux dire entre guillemets. Je m'étais enamouraché de Benjamin, où j'avais écrit un roman qui parle en partie de Benjamin. Je parle du philosophe allemand, et que Stéphane était un des rares personnes, me disait-il, à l'avoir connu, puisque c'était le copain de son oncle, enfin de son Franz, son père.
Donc quand je lui avais remis ce livre-là, mon roman qui parle en partie de Benjamin à ce monsieur-là que je ne connaissais pas, il a été tout de suite ému. Il m'a dit, mais vous avez... Enfin, voilà, moi je voulais réconcilier ces paysages-là. Et il a été ému et ça m'a ému qu'il soit ému. Voilà, voilà mon passage avec... Hessel. Alors, ben ça, par exemple, il y a les liens très vite avec Mélenchon. Non, en 2012, quand Stéphane Hessel était mort, Mélenchon avait dit il ne faut pas qu'on laisse refroidir les cendres de ce monsieur-là, il faut faire quelque chose et s'indigner, n'est-ce pas ? Et on voyait très vite comment la presse réactionnaire, parce qu'il y a un papier du Point que je cite, qui dit bah, ces deux-là vont nous enterrer. Hein. Il parle de Hessel et de Jean-Luc Mélenchon. Il dit l'un, c'est le sympathique vieillard, etc., qui veut. Et l'autre nous promet, on va dire, le goulag, quoi, en gros. Et il faut. Et surtout, juif antisioniste. C'est ça, il faut oublier ces deux-là. Qui est le premier, ici, publiquement, à essayer de mobiliser les gens. Il y a pas mal d'années sur Gaza. On a fait vous pourrez vérifier sur le site des librairies les vidéos qu'on a faites avec et celles ici même sur la question de Gaza. Il y a déjà plus de 10 ans de ça, donc 15 ans maintenant. Alors voilà, là je commençais à... Moi j'habite toujours dans le 10e à Paris, donc je voyais M. Mélenchon de temps en temps, mais je ne le connaissais pas plus que ce que les gens connaissent. Et c'est à partir de signaux comme ça, comme Stéphane Hessel, plus tard, les gens de Attaque, par exemple, tout ce qu'on appelle l'aile altermondialiste, que je connaissais parce que c'est le tiers-mondisme. Moi je viens du tiers-mondisme, on va dire. Je suis néo-marxiste par tiers-mondisme, si vous voulez, ou par décolonisation, par Fanon, etc. Alors que je n'ai pas été marxiste au sens des étudiants, on va dire, français blancs qui passaient par des cellules de l'USC ou des choses comme ça. Tu vois, moi, je suis venu par... Oui, il y en a, j'imagine, mais c'est des compatriotes. Mais moi, je suis venu par Fanon, quoi, etc., par le décolonialisme, par Kateb Yassine, des choses comme ça. Donc tout ça... Donc j'essaye de récomposer ces paysages-là, qui est ma France à moi, quoi, en fait. C'est ça. Alors, on peut déjà revenir, pourquoi à Mélenchon ? Avec les étudiants, donc j'étais loin, comme je disais, j'ai enseigné en Californie. Arrive en Californie, déjà, aux États-Unis, ce qu'on va appeler deux moments, je vous la fais vite, comme ça on aura les questions à poser. C'est les moments qu'on va appeler Occupy. Et l'autre moment, c'est... On va peut-être... Et l'autre moment, c'est... Et l'autre moment, c'est Bernie. Ouais. Donc, voilà. je reviens. Et mais juste avant, en fait, donc moi, en fait, j'ai écrit il y a au début de l'année, en fait, un ouvrage qui s'appelle Les faits Starmer, comment les travailleurs sont devenus un parti de droite, qui a été écrit au moment de la campagne électorale du Labour, qui a mené à la victoire du 4 juillet 2024, et dans les semaines qui ont... le livre a été fini dans les semaines qui ont immédiatement suivi, en fait, l'élection. Et en fait, j'avais tout de suite vu les problèmes que ça pouvait engendrer. Et d'ailleurs, le livre est encore énormément d'actualité, parce que quand j'écris des articles, ça m'arrive assez régulièrement de citer les passages du livre en disant, ben voilà, en fait, c'est exactement ce qui est marqué page 130 ou 150. Et ça m'a... j'étais du coup... j'ai trouvé beaucoup d'échos, je l'évoquerai plus tard quand on parlera plus de Mélenchon. Mais en fait, Abdourahmane parle au début, donc, le néolibéralisme. Et tu dis notamment, je vais retrouver ça, et tu dis, et tu parles de la gauche qui se mue un petit peu au tournant des années 80, et tu dis la nouvelle gauche, ce fut la Third Way, appelée outre-Rhin Neue-Mitte, nouveau centre. Cette nouvelle gauche qui est une gauche de droite, et ça me rappelait en fait le sous-titre de mon livre, comment les travaillistes sont devenus un parti de droite.
le thème du livre. La deuxième droite. De nombreuses Voilà. fois réédité, qui date précisément de cette époque, du camarade Jean-Pierre Garnier. Oui, cette nouvelle gauche qui était en fait une nouvelle droite. C'est ça. Comme chacun peut le constater maintenant de manière assez accablante. Et donc, comme en fait le disait un petit peu Abdourahmane, autant dans la première partie, il présente un peu son parcours, et puis en fait, les catastrophes néolibérales qui se déroulent. Dans la deuxième partie, on sent l'espoir naître avec une succession de contestations de la doxa néolibérale. Avec donc peut-être un certain espoir qui naît. Mais avant ça, je voudrais que tu nous expliques, tu parles des Omaha dans le livre un petit peu, et je voudrais que tu nous expliques en fait, c'est comme ça revient plusieurs fois dans le récit, ce que tu voulais présenter là-dessus. Non, mais ça c'est ce qu'on appelle le monde indigène, amérindien en fait, parce que les États-Unis, on parle des États-Unis et du Canada, sont faits sur le meurtre des premières populations natives et après la mise en esclavage des populations noires qu'on a importées. Donc les Amérindiens ou les Indian Americans comme on dit maintenant n'ont pas disparu. Donc c'est un peu quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un écrivain qui est à la fois français et francophone, qui est un ami personnel, Jean-Marie Leclésio, vivait exprès, alors qu'il pourrait aller dans des grandes universités de la côte Est. Il enseignait en partie à l'université du Nouveau-Mexique, à Albuquerque, qui est vraiment pour quelqu'un qui veut enseigner à l'université américaine, c'est comme si on vous nommait, je sais pas, oui, c'est vraiment, au fin fond du... Voilà. Le trou du cul du monde c'est ça. pour un Américain. C'est ça. Je vais pas, pour vexer personne, je vais pas citer. C'est ça, mais justement, mais c'est pour ça, justement, je ne vais pas faire l'histoire de la Lozère avec les gens. Mais enfin, c'est à peu près ça. Et en fait, il le faisait pour une seule raison, Jean-Marie Leclésio, parce que pour lui, c'était une terre porte, parce qu'il y avait ce qu'on a au Nouveau-Mexique, il y a encore des populations Navajo et d'autres. Puis c'est la porte de l'autre Mexique, parce que cette partie-là est du vrai Mexique, etc. Donc c'est pour s'approcher des peuples indigènes et pas tourner les dos à Yale, Harvard et ces choses-là. Donc c'est un peu un hommage en disant combien même le capitalisme dans sa violence la plus extrême, qui est l'incarnation des États-Unis d'Amérique, il y a des gens qui ont résisté. Donc c'est cette idée un peu que les graines, etc. Que d'ailleurs cette idée qu'on appelle parfois aussi décoloniale aujourd'hui va renaître et va aussi d'une certaine manière. Alors là, je fais des sauts très, très grands, mais les gauches latino-américaines qui se sont réveillées à partir des années 80, je crois, des pays comme au Chili, comme aussi le zapatisme, voilà, Simon Bolivar, Chavez, les printemps arabes. Voilà. Chavez, oui. Chavez, c'était avant. Chavez qui est d'actualité en ce moment. Mais en tout cas, voilà, c'est cette idée un peu que les résistances locales, puisque quand même les zapatistes vont nous réveiller le 1er janvier 91. Donc c'est cette idée que même quand on est dans la nuit la plus noire, il y avait des Omaha qui résistaient. Donc j'ai aussi des lectures poétiques que j'avais lues des poétesses amérindiennes, comme on dit, ou américaines d'origine indienne, qui m'avaient influencé sur cette résistance souterraine des peuples, on va dire, qu'on croyait avoir totalement anéantis, quoi. Et donc voilà, toute cette deuxième partie t'explique un petit peu assez rapidement, mais quand même t'évoques toutes les émergences Bon, alors, pardon. Moi, je voudrais qu'on avance vers ce qui est normalement. Oui, on y arrive, Dominique. On y arrive. C'est ça qui est intéressant. Oui, on y arrive, c'est là. Y a-t-il une gauche à sauver? Et comment est-ce que Mélenchon, d'après toi, a pu la sauver? Non, bien sûr. Non, bien sûr. Non, mais en fait, la gauche, moi, comme je l'entends, parce que j'ai pris la première partie, c'est sur le néolibéralisme, vous l'avez compris. La deuxième partie, c'est ce qu'on va appeler les résistances. Et moi, c'est mes étudiants. Alors, je vais peut-être insister, mais moi, j'étais fâché avec notre France à partir de 2007. 2005, il y a ce qu'on appelle les banlieues, et 2007, il y a Sarkozy qui
cultivé, carchérisé. Et moi, j'enseignais dans le bocage normand. J'en avais vraiment marre. J'avais fait 11 ans d'enseignement au lycée, donc j'aime bien, je viens du peuple, donc mes prolétaires et mes enfants, on va dire, mes élèves à Lisieux, à Bernay, ça va, on castagnait, mais au bout d'un moment, je sentais vraiment une fatigue, une espèce de ce qu'on va appeler une fatigue, oui. Et donc je me suis dit, finalement, je vais prendre quelques années je vais reprendre une thèse, et j'étais parti d'abord à Berlin et puis à la Villa Métis, etc. Donc j'ai fait une espèce d'expatriation. Et alors que j'ai voté à gauche, j'ai voté souvent à gauche, LCR parfois, ces choses-là, vous voyez. J'étais des gens qui avaient à l'époque, on nous avait reproché de Jospin qu'on l'a mis dans la mouscaille, etc. Donc j'étais dans ces paysages-là, mais après j'étais fatigué, donc je m'expatrie. Je me souviens, mon dernier vote, j'ai appris que Sarkozy avait gagné contre Ségolène Royal dans le bus à l'aéroport de Tegel. Et je m'étais dit, bye bye, je reviens. Voilà, cette France-là ne m'intéresse pas. Et donc, je m'expatrie intellectuellement. Et ce sont mes étudiants qui vont faire l'effet Bernie. Par exemple, ces jeunes hommes ou les gens de Bernie. Par exemple, le monsieur, aujourd'hui, Zohran Mamdani, on parle de Zohran Mamdani. Moi, il y a deux choses qu'il m'évoque. Un, c'est les prototypes de mes étudiants que j'ai eus. Parce que lui, il vient il a eu son billet, sa 4e année de diplôme, à une université qui s'appelle Bodwin, qui est un collège. Il ne vient pas du tout des classes populaires. Non, mais attendez, on va y venir. Non, mais je veux dire, il a les profils de mes étudiants. J'aurais pu l'avoir. Ah oui, mais à Lisieux... Non, mais j'ai enseigné, j'ai quitté enseigner en 2005. C'est pas les étudiants de Lisieux. Non, c'est les étudiants des États-Unis. J'ai fait beaucoup de voyages, désolé. Mais donc, Mamdani, pour moi, ça réveille ça. C'est les étudiants que j'ai pu avoir. Et pour les autres qui connaissent le marxisme africain de gauche, son père est un grand monsieur qui enseignait à l'université de Dar es Salaam, après qui a enseigné à l'université de Makerere, qui est allé à Cape Town, en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud décolonisée, on va dire déaparthaïsée. Et là, c'est lui qui refait les programmes de l'université de Cape Town en histoire africaine, alors que c'est un Indien d'origine. On le met dehors, et donc il représente la gauche africaine, on va dire, de langue anglaise souvent. Donc pour les gens encore plus vieux que moi, je connais plein de gens, déjà le fils Mamdani réveille le père. Tu vois. Donc tout ça nous montre l'internationalisme, ce qu'on appelle l'internationalisme. Donc pour moi, Mamdani, c'est aussi son père. Alors mes étudiants, pourquoi ils me réveillent? Je vais en venir vite. Moi, quand je les vois à l'effet Bernie, c'est qu'ils demandent quoi? Moi, j'ai eu un doctorat, de l'université de Nanterre qui m'a coûté à peu près 0 €, on va dire. J'ai enseigné à des étudiants qui payaient très cher et qui s'endettaient pour ça. Et mes étudiants, ils me disaient, j'ai dit, alors qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient des études publiques, on va dire un service public comme en France, tu vois. Donc ils voulaient quoi? Les Medicare, mais Obamacare, ce qu'on appelle, c'est nous ce qu'on appelle la sécurité sociale. Donc c'est pour ça, le premier nom que je cite dans ces livres, c'est pas Mélenchon, c'est quelqu'un qui s'appelle, donc ça va peut-être faire plaire ici à d'autres gens, c'est l'inventeur de la sécurité sociale, vous voyez, Ambroise Croza, tu vois. Donc en fait, mon projet, c'est ça, c'est de renouer le paysage de la gauche, la vraie, on va dire, et de dire, moi, je suis le produit de cette histoire-là, même si je suis un colonisé, parce que j'ai aussi mes disputes dans l'espace colonial, mais il n'empêche que je suis le produit pour des fois ces Américains-là, puisque j'ai eu une éducation gratuite et une santé gratuite. Et ils se battaient pour ça. Donc je dois défendre le modèle. Et donc c'est pour ça que j'ai arrêté mon blues en disant depuis 2007 je ne vote pas. Et à partir de 2016, je vais voter et je vais me battre pour mon système ici, c'est-à-dire mon modèle public, etc. Donc là, qui défend le mieux, on va dire, pour aller vite? Pour moi, la gauche, elle est, ce que j'appelle la gauche, c'est celle qui est anti-néolibérale, celle qui n'est pas anti... donc le Parti socialiste, il est out. Une partie des Verts sont out. Tu vois. Donc qu'est-ce qui reste de la gauche, ce qu'on peut appeler la gauche? C'est les mélenchonistes ou certains communistes encore. C'est pour ça que quand je parle de la gauche, c'est celle-là. Celle qui est néolibérale, elle ne compte pas pour moi. Je relance elle n'est pas dans la gauche. Et d'ailleurs, c'est le point commun avec notre livre. Et en fait, oui, justement, c'est là où on approche de la troisième partie du livre, qui vraiment est consacrée à Mélenchon. Et qui s'introduit en disant, en 2012, le PS avait tous les leviers après que François Hollande est entré dans le palais de l'Élysée. 6 ans plus tard, il en est réduit à brader les bijoux de famille. Le PS boit la Cali jusqu'à la lie. Moins de 4 ans plus tard, Anne Hidalgo, la candidate socialiste, a obtenu 1,74% des voix au premier tour de la présidentielle.
C'est exactement ce que j'ai dit dans un des derniers articles billets que j'ai publié sur Mediapart, parce que pour moi, j'ai pas pu. C'est un petit peu ce qu'on a de commun avec Abdourahmane, c'est de voir des résonances avec des expériences qu'on a à l'étranger. Et moi, en étant à Londres, c'était impossible de ne pas voir une résonance avec l'État du Labour au Royaume-Uni, qui a une victoire éclatante avec plus de, en trompe-l'œil, comme j'explique dans le livre, mais avec plus de 400 députés élus il y a 18 mois. Et 18 mois plus tard, Keir Starmer est actuellement le Premier ministre le plus impopulaire de toute l'histoire britannique. Il arrive dans les derniers sondages là, qui viennent de paraître il y a 3-4 jours à mettre le parti en 4e position derrière l'extrême droite Reform UK en premier. En deuxième, maintenant, on trouve les Verts qui se retrouvent dans le vacuum actuel. Se retrouvent un petit peu propulsés comme l'opposition. Ceux qui se sentent de gauche, ils n'ont plus qu'à soit s'abstenir ou un petit peu peut-être voter vert. Et puis on retrouve ensuite les conservateurs qui surnagent un petit peu comme LR. Les conservateurs sont exactement au même niveau que LR en France. Avec vraiment de plus en plus la possibilité de faire des alliances avec l'extrême droite, parce qu'ils savent très bien que l'extrême droite va arriver au pouvoir. Et puis ensuite, on trouve actuellement le Labour en 4e position. Peut-être que là, il va y avoir un budget qui va être annoncé, qui va être désastreux dans quelques semaines. Ils vont peut-être tomber 5e derrière l'équivalent du MoDem, les libéraux démocrates. Donc, c'est vraiment un parallèle. Excuse-moi. Justement, à propos de ce parallèle, et je te rappelle que c'est ça qui devait être le centre du débat, parce que c'est voilà, exactement. C'est le parallèle qu'on peut faire entre la campagne actuelle immonde, par les mêmes, avec les mêmes types de démagogie répugnante, faite actuellement contre Mélenchon et LFI, qui avait été faite à l'époque contre Corbyn. Bien sûr. En Angleterre. Alors, je t'invite à expliquer tout ça. Mais en fait... Accès d'antisémitisme, et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'ils menaçaient de leur enlever à la gauche standard, socialiste, social-démocrate, tout ce que vous voudrez, les quelques strapontins qui pouvaient espérer récupérer aux élections. Alors en fait, entre Corbyn et Mélenchon, il y a beaucoup de points communs. Et d'ailleurs, eux-mêmes le reconnaissent, puisque lorsque Corbyn a annoncé la création de son parti cet été, là, en fin juillet, il y a eu un tweet de Mélenchon et Corbyn a répondu en français, merci beaucoup, je me souviens plus exactement. Et Sultana aussi, voilà. Sarah Sultana. Ça. Voilà, et donc ils ont... Pour expliquer, pour ceux qui ne savent pas, à propos de Sultana, donc Corbyn, dans l'intermède, a créé un nouveau parti. C'est ça. Alors on va peut-être en dire quelques mots. Mais justement, donc en fait les points communs. Donc tous les deux, Corbyn et Mélenchon ont appartenu à des partis centre-gauche. Tous les deux sont très critiques du libéralisme, du fonctionnement actuel de l'économie. Tous les deux ont un important soutien au niveau de la jeunesse. Lorsque actuellement et avant le Labour a toujours été un parti de masse qu'on ne connaît pas en France, avec 250 000, 300 000 adhérents. Quand Corbyn rejoint le parti et prend la tête du parti, il monte à 550 000, 580 000 adhérents. Alors évidemment, une fois qu'il a été éjecté, ils sont redescendus à leur niveau précédent. Donc important soutien par les jeunes. Et enfin, comme l'évoquait un petit peu Dominique, tous les deux ont régulièrement été accusés d'antisémitisme, voire d'islamo-gauchisme,
d'amitié avec des mouvements terroristes. Complice des assassins. Voilà, c'est la rhétorique exactement. actuelle. Qu'on sert à Mélenchon et LFI. Même chose pour Corbyn. Alors, on pourrait ajouter aussi, peut-être encore deux. Tous les deux se sont aussi abreuvés, on va appeler les gauches internationales, notamment latino-américaines. Parce que Corbyn parle espagnol, il est marié avec une femme d'origine espagnole aussi. Et Mélenchon parle espagnol et a aussi une ascendance. Donc, il est allé chercher des idées vers les gauches, à partir de Porto Alegre, c'est ça, c'est l'épisode. Mais à la différence, Corbyn avait cédé au chantage et aux agressions médiatiques et les Labour lui a savonné la planche. Et donc, c'est pour ça que lui savonner la planche. Plus que c'est ça. C'est pour ça que Corbyn a même organisé en fait en interne. Quand on a quand on a des amis qui avaient Corbyn, pas besoin d'ennemis. mais c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon a été plus stratégique parce que lui, il a quitté en 2008 les partis socialistes. Donc il bataillait tout seul, voyez. Alors que Corbyn était resté dans les partis socialistes. Et il en est sorti que récemment, où il est maintenant sur une liste indépendante. Et dès qu'il a quitté son... En fait, c'est vraiment, je pense, s'il y a une différence majeure, il y a plusieurs différences dont on peut parler, mais s'il y a vraiment une différence majeure, c'est que Mélenchon, c'est un homme de rupture. Alors que Mélenchon, il a claqué, d'ailleurs tu l'écris, il a claqué la porte. Oui, 2008. En 2008 en plus. Corbyn, lui, il voulait pas. Alors tu m'as confié quand on a discuté au mois de septembre. Bon, ça a été un crève-cœur. Ah oui, c'était douloureux pour lui. Pour Mélenchon. Et c'était très dur. C'était très dur. Tous les deux ont passé énormément de temps. 32 ans pour Mélenchon au PS. Presque le double en fait pour Corbyn. Mélenchon, c'est la Mitterrandie. Voilà. Et les jeunes poussent. De la deuxième droite. Les jeunes poussent. C'était le variant trotskiste. Donc presque. Il tourne sa veste tous les 15 jours. Presque 60 ans pour Corbyn. Et en fait, pour Corbyn, on a lui en fait dans son sang, dans ses veines coule le sang du Labour. Et c'est pour ça que lui n'était pas prêt du tout. Il a toujours été, il a eu critique modérée, un petit peu à part. Lorsqu'on avait Tony Blair au pouvoir, il était tout à fait toléré comme le poil à gratter qui était au fond du Parlement et qui de temps en temps faisait un discours critique. Et en fait, c'est seulement quand il a pris de l'ampleur qu'il a été porté par les jeunes anglais au sein du Labour, à la tête du Labour, que là, il a fallu sortir. Et en fait, il a été expulsé du groupe parlementaire dans un premier temps. Et donc, il est resté député indépendant pendant 4 ans. Et quelques mois avant l'élection législative de juillet 2024, il a été définitivement radié du parti parce qu'il est hors de question qu'il se représente. Et donc, comme il voulait se représenter en tant qu'indépendant, et d'ailleurs, il a fait plus de voix que Keir Starmer dans la circonscription voisine. Donc voilà, et la deuxième, une autre différence, c'est que Corbyn n'est pas un homme de rupture, j'en ai parlé, mais en fait c'est pas un tribun. C'est vraiment, c'est un, voilà, c'est pas quelqu'un qui et t'en parles très bien dans dans la troisième partie de l'ouvrage. Tu parles, tu utilises les mots pour décrire au cours de toutes les pages de la troisième partie. De temps en temps, on peut lire chaman, ténor, tribun, chef d'orchestre, prédicateur, intellectuel de la politique, impresario insoumis, l'enchanteur. T'as vraiment... Apparemment, là, on
c'est comme ça que, donc, d'après toi, alors développe, il va sauver la gauche. Oui, j'entends le titre. J'ai pas de problème. En fait, on peut déjà être d'accord que on peut encore prendre les troisième exemple avec Bernie Sanders, où il faut sortir en fait des appareils sociaux-démocrates. Parce que Bernie Sanders, c'est pareil. Il a fait comme Corbyn, il a traîné à l'intérieur du Parti démocrate. Et c'est difficile aux États-Unis d'avoir une autre voix. Donc, ces trois-là, on voit les trois figures-là. On pourrait ajouter celle de Oscar Lafontaine, qui inspire en fait Mélenchon, puisqu'il va sortir. Donc, une fois qu'on a dit ça, dans la troisième partie où il va en venir, je parle de forme, je ne parle pas spécialement de Mélenchon en tant qu'idolâtre. Mais en fait, je parle de forme, simplement, parce que si on regarde, si on regarde les dispositifs de meeting de la France Insoumise à partir de 2017, ils ont inventé des formes. Vous voyez, c'est ça qui, en tant que prof de ce qu'on appelle les études de performance, de théâtre, etc., le hologramme, le dispositif. Et je m'étends longtemps, parce que je suis aussi poète, sur l'introduction de la poésie dans les meetings, qui n'était pas en fait prévue, parce que là j'ai consacré une longue page, qui n'était pas prévue au départ. En 2012, il fait un premier meeting, je sais plus, en 2012 il était avec des mèches avec le communiste, ça s'appelait les Fronts de gauche, hein. Et il fait un meeting et il y a cette historienne, Mona Ouzouf, qui dit ça va pas marcher parce que ce monsieur-là, il parle à des gens qui ne le comprennent pas. Il y a un décalage entre... Un peu de mépris. Charitablement, on ne va pas parler de Mona Ouzouf. En tout cas, moi, c'est... de son maître Furet. Voilà, donc on connaît la musique, oui. Mais de la même clique, d'ailleurs, ben c'est ça, de la deuxième droite. Mais c'est ça qui est, en tout cas, c'est ça qui est intéressant. Moi, je connaissais, au départ, j'avais même pas vu que c'était son épouse, et après, j'ai compris. Mais en tout cas, lui, ce qu'il va faire, donc, Mélenchon, c'est ça qui est intéressant, c'est les formes, j'en reviens en forme. Donc, il va dire, le meeting suivant à Saint-Étienne, je crois, devant 12 000 personnes. Et il y a une dame qui nous a insultés, elle a dit que ce que je vous raconte, vous ne me comprenez pas. Et voilà, je vais vous lire un poème et vous allez voir que vous allez comprendre tout de suite. Et il dit que les yeux de Stéphanois s'allumaient parce qu'il lisait de la poésie. Il a fait une espèce de moment hugolien, vous voyez. Et à partir de ces moments-là, il va intégrer la poésie comme un espèce de moment de clôture du meeting. Et c'est ces choses-là qui m'intéressaient, moi, qui viennent du théâtre et de l'esthétique. Et d'ailleurs, tu parles de poético-politique. C'est ça, oui. C'est-à-dire que j'ai cherché, en fait, une figure qui soit à la fois... Et j'en ai pas trouvé des récentes, hein, il faut remonter à plus tard. J'étais pas là, Conféry était là, donc je parle de... donc j'étais pas... Des gens qui... On n'a pas aujourd'hui... pour l'incarnation, on peut trouver des Marchais, Krasuki. Comme je vis en partie en Italie, je connais un peu l'Italie, on peut trouver Berlinguer, des gens comme ça. Mais des gens récents, on n'a pas des gens de gauche qui puissent parler pour le peuple. Et qui, d'ailleurs, on peut lui reprocher ou le critiquer, mais qui s'imaginent, enfin, qui mettent en scène, c'est ça le côté chaman dont je parle, qui essaie de dire « je parle pour le peuple et je m'énerve même pour le peuple », vous voyez. Donc, en tout cas, il est beaucoup plus efficace que ses compétiteurs prétendument de gauche. C'est ça, je vais dire. Y compris dans ce domaine-là, par une affligeante insignifiance, insipidité, vacuité, nullité. Et on peut tous les aligner. Hein. C'est pas la peine de les citer, tout le monde les a en tête. Donc, au moins, c'est vrai que de ce point de vue-là, ça parle un peu plus. Et c'est d'ailleurs ce que ses adversaires, soi-disant de gauche, la gauche soi-disant a sauvé, donc, lui reproche, et c'est pour ça qu'ils utilisent les moyens, les pires corbeaux, les pires méthodes, les plus scandaleuses, pour essayer apparemment sans grand succès, si j'en juge par les enquêtes d'opinion actuelles, d'essayer de l'écarter de leur chemin. Mais enfin, même si on lui reproche son côté un petit peu abrupt, je pense que tout le monde reconnaît que c'est un tribun. Et c'est justement l'art oratoire dont tu parles dans le livre, qui manque justement à Corbyn en Angleterre, qui lui ne s'emporte jamais, hausse très peu la voix. Et en fait, Dominique parlait du fait que le parti, faut pas se mentir, le parti de la gauche de rupture qu'il a annoncé en juillet a énormément de mal à prendre. Parce que dès le début, en fait, il y a des dissensions internes. Parce que il a été monté d'une façon un petit peu particulière.
D'abord, c'est une des personnes qui a été éjectée du Labour et qui siège parmi les indépendants avec lui, qui s'appelle Zara Sultana, qui est très jeune en fait, je sais pas, elle a une trentaine d'années, j'imagine, et qui elle est beaucoup plus, elle s'est fait connaître par une critique des années Blair, elle parle de 40 ans de thatchérisme avec lequel il faut être en rupture, etc. Et elle est jeune, elle veut aller vite. Et c'est pas du tout le style de Corbyn. Corbyn, c'est un homme de consensus qui lui, si on lui avait gardé une petite place au sein du Labour, il serait encore au Labour. C'est juste qu'on l'a mis dehors. Et en fait, après moi, ça c'est mon interprétation personnelle. Il se trouve que elle annonce le lancement du parti le 7 juillet, il me semble. Je sais que même Corbyn était surpris. Sur le moment, lui, il était en train de discuter pour voir si on pouvait pas coopérer. Il adore les coopérations, coopérer avec les Verts. Finalement, 20 jours plus tard, il décide, il endosse le truc et puis il annonce qu'il se présente. Il annonce le lancement du parti et donc avec les co-dirigeants Jeremy Corbyn et Zara Sultana. Ensuite, ça a été polémique sur polémique. Un mois plus tard, Zara Sultana menace de les poursuivre en justice parce que ils veulent pas l'écouter. Et alors, où ils en sont là maintenant? Et alors, il va y avoir un congrès bientôt. Et dans 2 semaines, ils font leur congrès de création du parti qui s'appelle Your Party, parce qu'ils n'avaient pas trop de nom. Et ils ont dit non, mais c'est ouvert, c'est Your Party, et on va décider du nom lors de la création. Zara Sultana est apparemment en retrait. Dernièrement, elle se présente plus comme co-leader et elle laisse le devant à Corbyn. Et en fait, ce qui se passe en Angleterre, c'est que il y a 2 mois, les Verts ont nommé un nouveau leader très charismatique et qui, quelque part, ressemble un petit peu, qui est très jeune, il doit avoir 30-35 ans, un truc comme ça, qui s'appelle Zach Polanski, et qui, lui, est beaucoup plus côté tribun. Lui, il est juif. Voilà. Lui, il est juif, mais il est accusé un petit peu. Il est accusé parce qu'il est passionniste. Il est passionniste et il reconnaît que le Hamas a une certaine légitimité et donc voilà. C'est un petit peu, enfin, peut-être pas une légitimité, mais en tout cas... C'est quand même l'idéologie la plus réactionnaire de... il est très aligné... Mais Dominique, il est très aligné sur en fait, la gauche de rupture dont on parle. Oui, de rupture avec quoi ça, c'est une autre question, là. C'est un autre débat. Oui. Mais voilà. Mais la gauche de rupture par rapport à la gauche. Une gauche à sauver, indépendamment du fait que peut-être, je suis d'accord avec toi, en tout cas pour les raisons que tu as évoquées, le seul qui pourrait sauver quelque chose, pour toutes les raisons que tu as dites, en France, au moins dans les formes, dans les apparences, ce serait Mélenchon, je veux dire en termes électoraux, essentiellement, en France, oui. Donc je t'invite pour qu'on ait le temps de poser des questions, etc., et au débat. Ta conclusion, c'est que c'est pas le cas de son homologue Corbyn. Le problème, c'est que Corbyn, maintenant, ça va être un petit peu difficile. On a un Zach Polanski qui il a pris la tête du parti il y a un mois, peut-être. Un mois, peut-être un mois et une semaine, quelque chose comme ça. Il y avait 75... C'est le Marine Tondelier. Ouais, alors pas du tout. 75 000 adhérents. Non, pas du tout. 75 000 adhérents. Il a 150 000 adhérents. Lorsque le parti de Corbyn a été lancé, ils avaient 800 000 sympathisants qui sont inscrits sur leur site. Finalement, ils n'ont que 50 000 adhésions avec tout ce qui s'est passé, où ils se tiraient dans les pattes ces 3 derniers mois. Là, on a un parti qui monte, qui était dans les sondages à 8% il y a un mois
En un mois, ils sont passés maintenant deuxième partie en dessous de l'extrême droite. On a quelqu'un, justement, qui, sans avoir la carrure que peut avoir Mélenchon, la présence de l'homme devant les médias, le tribun, la vision, enfin bon. Quelqu'un qui arrive pas. Voilà. Ça passe très bien. Zach Polanski, moi je l'ai vu plusieurs fois, qui allait au clash avec des journalistes lors d'interviews en disant que non, ben on pouvait pas dire ça, que c'était pas, c'était faux, et notamment je pense à l'interview dernièrement de Preston, un journaliste d'ITV. Qui s'est fait contredire par Zach Polanski et qui a du coup terminé vite fait l'interview en disant bon très bien, en tout cas merci, on n'a plus le temps pour pour parler du reste. Ça, c'est classique de la BBC. Et alors, ITV maintenant c'est ITV, mais c'est voilà. Cela dit, chez nous ça a été pas mal là. Et alors, tout le monde l'a vu, on a vu les prestations de notre presse d'investigation, politique, d'information. On peut parler de Bompard, à France Inter. C'était assez hallucinant et répugnant. Cette séquence a fait 2 millions de vues. C'est incroyable. Mais ça prouve qu'ils sont vraiment aux abois. Parle de toute cette clique. Et que donc, ils permettent, il les a bien savatés. C'est très bien, mais comme je disais, c'est quand même pas une flèche. Mais là, c'était tellement gros que ça faisait plaisir. Il faut dire qu'elles sont tellement nulles que ça devient accablant. Alors, est-ce que ça peut suffire à sauver quelque chose, la gauche ou autre chose? Là, je m'adresse encore une fois à l'auteur en reprenant son titre. Oui, sous-titre. Le sous-titre. Ça, c'était pour vous appâter. Non, mais parce que les titres... C'est ce qui a attiré le public. Oui, je sais. C'était très efficace. J'ai fait exprès. Non, mais il y a deux choses que je voudrais... peut-être trois choses. Alors, moi, le sujet sur lequel il m'avait attrapé, on va dire, comme c'est un intellectuel, il m'a attrapé par les idées, j'ai dit, par la tête. Donc, c'est la question de la francophonie et la question de la créolisation. Peut-être qu'on y reviendra. Mais outre la qualité des tribuns et de manière de langage et des formes, il faut lui reconnaître une deuxième qualité, c'est la pépinière qui a formé plein de gens. On parlait des Manu Bompard, de Mathilde Panot, etc., etc. Donc il y a toute une équipe. Maintenant, il y a même une école doctrinale qui s'appelle la Boétie, dont j'étais à la soirée d'inauguration avec Annie Ernaux. Nous étions les deux vedettes, on va dire. On avait un quart d'heure de vedettes le lancement de la soirée. D'ailleurs, ça montre aussi les formes. Il nous avait juste donné une carte blanche. Il dit, le truc, c'est qu'on veut deux artistes qui inaugurent, et après Clémence Guettet et Mélenchon présentaient le projet, mais vraiment, il nous avait donné carte blanche. Et moi, en fait, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de ce qu'on appelle... J'ai parlé de quelqu'un que vous connaissez évidemment, et qui a fait un espèce de récit de voyage, encore une fois, un travel writing, sur la ligne des RRB. Vous vous rappelez Maspero, vous vous rappelez celui qui s'appelle Roissy Express. Donc Roissy Express, c'est une déambulation de Maspero qui va du sud du RRB jusqu'au nord. Bien connu de nos services. Évidemment. Et donc moi, Maspero, c'est aussi, pour moi, la collection Maspero, c'est Fanon et tout ça. Donc il y a une jeune réalisatrice qui s'appelle Alice Diop, qui a refait le même voyage, cette fois en film. Alice Diop est maintenant une cinéaste très connue. Et donc en fait, ce film-là, il finit quoi? Il dit « nous ». Il s'appelle Nous. Donc c'est comment les gens de la banlieue. Alice, qu'est-ce qu'elle raconte? Diop, elle raconte que c'est une fille d'origine sénégalaise, des parents sénégalais d'Aulnay-sous-Bois. Son père qui vient de décéder lui dit vous allez m'enterrer au pays, au Sénégal. Et donc elle a cette femme, elle a 35 ans, ou elle a 40 ans aujourd'hui, plus de 40 ans. Elle commence à réaliser en disant mais en fait moi je ne voudrais pas qu'on m'enterre à Sénégal. Ça c'est papa, c'est pas moi. Moi je suis d'ici, tu vois. Je suis une fille de Aulnay-sous-Bois. Elle raconte ces voyages-là, où elle parle de sa mère, de sa fille, de sa famille, etc. Et elle reprend l'argument du livre de Roissy Express de Maspero. Et moi, je reprends le film d'Alice Diop, et tout d'un coup, il y avait ce passage de relais, d'une part, et des générations des gens qu'on disait qu'ils n'étaient pas tout à fait français, bien qu'étant nés, comme je vous disais, dans les Téfaillés, et ayant vécu sous Pompidou, on me disait toujours t'es un autre. Et donc c'est aussi cette réconciliation de dire nous aussi on est de cette France, comme Alice Diop, comme avons-nous Maspero, etc. Donc pour moi les projets de la France sont soumis en tant que
projet idéal. Hein. Peut-être qu'il n'arrivera pas et donc peut-être qu'on ne sauvera pas. Mais c'est aussi de donner, de réconcilier les populations, les quartiers, etc. En disant que c'est aussi, ils ont droit. Alors je vais faire une autre parenthèse, puisque j'ai vécu longtemps au Basse-Normandie, et les partis socialistes qui me draguaient à Hérouville-Saint-Clair, hein, puisque j'habitais dans Hérouville-Saint-Clair, nous disaient toujours, oui, mais il faut venir donner le coup de main, etc. Et quand moi, ça ne m'intéressait pas, mais quand il y avait des collègues qui voulaient rentrer dans le truc, on disait, mais attends, Sissoko, ça ne va pas passer encore. Les Français ne sont pas prêts. Et donc voilà, des gens qui ont fermé la porte à toute cette population en disant, les Français ne sont pas prêts d'avoir un Fofana. Alors, des Fofana au foot, il y en a, mais apparemment, sur la liste du Parti Socialiste, ce n'était pas prêt, tu vois. Si bien que là, pour nous, et là, je deviens sérieux 2 secondes, c'est la droite qui a ouvert la porte. Hein, c'est Sarkozy, hein, un ami personnel qui s'appelle Azouz Begag, m'a dit, écoute, la gauche lyonnaise, elle m'a tapé sur la tête, moi, je vais aller à la droite, parce qu'au moins, ils ouvrent le jeu, comme on dit. Donc c'est comme ça que vous allez voir Azouz Begag qui va être soutenu par De Villepin à l'époque. C'est un écrivain francophone, voilà, lyonnais. Il a vendu beaucoup de livres, il avait beaucoup de succès, un public assez large. Hein. Et il voulait aussi être homme politique de son pays, n'est-ce pas? Et la gauche lui a dit, la gauche lyonnaise, bye bye, c'est la droite qui a ouvert le jeu. Donc De Villepin pour les cas de Azouz, mais Sarkozy pour les cas de, Dati, etc., etc. Donc la gauche institutionnelle, hein, le Parti Socialiste, a aussi fermé la porte à beaucoup de gens dits des banlieues ou dits de l'outre-mer, etc. Et donc c'est aussi une possibilité pour la nouvelle gauche d'élargir son socle et de parler, de représenter tout le monde, si possible. Alors là, on va peut-être passer, à moins que tu aies une ultime question, passer au débat. C'est une bonne conclusion, terminée sur la créolisation. Alors, donc, question dans la salle. Là. Non, ils sont tous... voilà. Mais je ne sais pas si ça correspond un peu, je n'ai pas encore lu le livre. Donc, si vous parlez de pourquoi est-ce que Mélenchon amène à une politique telle ou telle, enfin sur des points importants, et quelle est la genèse de ça? Moi, je me pose des questions, c'est-à-dire là, j'ai appris cet après-midi, c'est Chikiro qui se présente à la mairie de Paris. Ah là, ouais. Donc, il y a enfin... Contre Dati. Ça va failliter. Donc, ça va être intéressant de pouvoir voter, même s'il faut... ça va être amusant, en tout cas. Ouais, ça va être amusant, même s'il faut... Plus amusant qu'avec Olivier Faure, Glucksmann et autres courges insipides du même genre. Absolument. Et que, moi, il y a 2 points qui me questionnent par rapport à Mélenchon. C'est, première chose, on en a déjà parlé un peu ici, c'est sa position par rapport à la Russie, à ce qui se passe, c'est-à-dire j'étais étonné quand même qu'il s'écrase complètement, je veux dire, alors qu'il sait l'histoire, je veux dire comment les choses se sont passées, et sur la pression médiatique, il s'est complètement écrasé, alors que les seuls qui restent, c'est l'extrême droite, et on sait pourquoi, parce que c'est l'ordre, la famille, la religion, bon, c'est pas notre tasse de thé, mais lui, il aurait pu avoir un discours, il s'est complètement écrasé. Et l'autre chose, alors ça on en parle beaucoup, c'est entre guillemets l'islamo-gauchiste. Bon, et c'est vrai que ça pose problème quand je vois, alors je ne sais pas comment Aymeric Caron, ou s'il est dans LFI ou s'il est proche, machin, exactement, mais quand il dit, il trouvait ça très bien que des petites filles de 6 ans portent le voile, moi, ça me fait un peu gerber, quoi. Je veux dire, c'est les problèmes de ce qu'il y a autour, parce que je suis moins optimiste que nos camarades. J'ai déjà assez parlé de Mélenchon, mais autour de lui, on mettra de côté aussi Bompard, qui dit quand même, finalement, à l'usage, pas beaucoup de conneries, pas beaucoup de choses intéressantes non plus, mais pas beaucoup de conneries. Mais alors, le reste, c'est les Aymeric Caron, mais la liste est interminable, c'est quand même des cons parfaits, mais comme disaient les énarques que je connaissais, des cons plaisants. Voilà. Bon, je te laisse répondre. C'est la question. Voilà. Non, mais... Oui, la Russie, c'est-à-dire la guerre à l'Est, l'Ukraine, etc. Parce qu'il s'est aligné sur le discours complètement débile, comme le reste de la gauche, hein, remarque. On ne peut pas, de ce côté-là, il s'en démarque pas. Et de ce côté-là, il ne la sauve pas non plus. Hein.
Je sais pas. En fait, moi, mon débat, il n'est pas là. En fait, moi, j'utilise la France Insoumise qui est un outil. Donc, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire comme un outil qui appartiendrait à tous les gens. Vous voyez. Donc, si nous, Français, on en fait quelque chose qui va nous aider à nous sortir de la mouscaille dans laquelle on est, tant mieux. Mais c'est pas à la limite la compole, comme on dit, là, à l'intérieur de qui. En fait, ça ne m'intéresse pas des tonnes. Je connais très bien Sophia parce que j'ai milité dans le groupe, bien qu'habitant dans le 10e, j'ai pas assez de militants dans mon quartier, d'aller dire. Et d'ailleurs, il l'avait donné un verre. Alors, vous voyez, je n'étais pas d'accord, mais j'habite dans le 10e. Donc, à l'époque du NFP, on avait dit, on va le donner un verre, tu vois. Donc, je préfère militer avec des copains qui sont à Ménilmontant, où il y a Sophia Chicot et d'autres. Donc ça, c'est les... Mais j'ai même pas d'avis là-dessus. C'est-à-dire, c'est des collectifs humains. Donc dès qu'on a 3 personnes, il y a des problèmes. Et donc, ils sont pas... Il n'y a pas de raison de dire que les collectifs humains ne sont pas problématiques dans ce cas comme dans un autre, n'est-ce pas? Pour deux petits détails, peut-être. Caron, c'est un rêve. Il a un parti qui est à part, donc c'est un espèce de collectif, mais il n'est pas il n'est pas insoumis. Hein. Son parti s'appelle Rêve. Révolution pour les vivants, etc. Donc il s'occupe notamment des questions animalité et autres. Donc il est radical, lui. En tout cas, il est pas. On peut pas mettre. Radical. On peut pas mettre des choses de la France insoumise chez lui. Donc voilà, voilà. Il crie. En tout cas, il fait ce qu'il veut, mais il n'est pas France insoumise. Pour celle qui est alors sur l'Ukraine, j'ai souvenir parce que moi j'avais un peu accompagné, parce que j'ai accompagné pendant la dernière campagne présidentielle, et je me souvenir qu'à Lyon, il y avait un débat qui s'appelait, un meeting qui s'appelait Pour la paix, qu'on avait avec des gens. Moi, j'ai intervenu dans ce qu'on va appeler la partie un peu personnalité, avec un avocat qui est d'ailleurs maintenant sur la liste qui s'appelle Albert Lévy, qui est un magistrat local. Et il y avait aussi d'autres personnalités dites artistique, donc on avait intervenu, et d'ailleurs c'est Lévy est maintenant sur la liste des Lions 3, je crois, donc lui il a poursuivi les compagnonnages, mais moi j'étais dans la partie compagnonnage, et je me souviens que, et c'est pas pour dire que peut-être qu'ils auraient dû faire davantage pour la Russie, mais c'était le seul parti qui avait, et je me souviens qu'on avait parlé en même temps que des Russes rescapés, on va dire exilés, et la France insoumise est le seul parti qui héberge, qui nourrit encore des... Non mais je veux dire, c'est ça pour moi la chose la plus importante, c'est qu'ils ont aussi dans leur entourage des gens qui sont en exil en France, tu vois. Après, est-ce qu'ils devraient faire plus? Je ne sais pas, j'ai pas d'avis sur... Des Ukrainiens, pas des Russes. Des Ukrainiens, pardon. Oui, des Ukrainiens. Des Russes. Non, mais des Russes anti-Poutine. Hein, la plus grosse. Des Ukrainiens anti-Poutine, bien sûr. Non, mais je veux dire des Russes. Non, mais peut-être des Russes anti-Poutine. Bref. Ça, c'est un peu un autre débat qui a très souvent lieu ici. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a un clivage actuellement entre dont bénéficie électoralement du moins la France insoumise et Mélenchon, c'est que lui, d'ailleurs comme toute une partie de la gauche et de la jeunesse américaine, a pris possession sur Gaza, sur Gaza contre la Palestine. Ça y est, l'affaire est réglée. Et maintenant, idéologiquement, le sionisme, y compris français, qui est fortement surreprésenté dans notre classe politique, notamment à gauche et compagnie, est dans les choux. Et c'est d'ailleurs la vraie raison pour laquelle c'est là-dessus qu'ils attaquent Mélenchon. Par contre, sur l'autre point qui devrait pourtant, s'ils avaient un minimum de conscience politique et de culture historique et politique, ils sauraient que Zelensky, Netanyahou, même combat. C'est pas Poutine qui veut le... C'est exactement l'inverse. Et ça, y compris la France insoumise, même s'il y en a peut-être qui l'ont compris, ils vont nous servir, oui, mais c'est pas possible, Poutine a envahi l'Ukraine, etc. Enfin, le discours débile que servent aussi bien la gauche que la droite, d'ailleurs, sur le thème. Donc, c'était, je pense, ça le sens de la question de Jean-Michel, mais ça en amène une autre, de ma part, c'est toujours la même. Cette gauche-là est dans un tel état de déréliction que je ne suis pas certain, pour reprendre les précédentes
discussion, que les talents d'orateur, entre guillemets, de tribun, ou la poésie rhétorique réenchanteresse de Mélenchon va permettre de sauver cette gauche. Parce que si elle a besoin de ça, ça veut dire qu'elle n'est pas capable de sortir les doigts du cul et de s'apercevoir que Mélenchon, comme le reste de la classe politique, représente la formation sociale française, qui est à un niveau de bêtise et de médiocrité sans précédent depuis 50 ans. Toi qui les observes de l'extérieur, j'espère que c'est un petit peu le constat que tu fais dans tes pérégrinations. Voilà. Non, mais je complète la question comme ça. Je comprends parfaitement, après je vais donner la dame, et parfaitement, et je suis d'accord, mais j'ai juste, je suis enseignant, donc je fréquente beaucoup de jeunes, donc là j'ai l'impression c'est un débat pour des gens qui ont 50 ans et plus, tu vois, donc la gauche qui a perdu, etc., les doigts du cul, on dit ok, une fois, la gauche elle ne doit pas parler souvent pour dire juste on a perdu, vous voyez, ça ne m'intéresse pas moi les étudiants que je vois, et ça fait partie aussi de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, les étudiants que j'ai vus, Bernie Sanders, c'est des millennials, tu vois, ils ne savent pas, donc ils sont aujourd'hui. Et d'ailleurs, on ne les refait plus. Le sionisme n'arrive. Moi, j'ai mes étudiants, je suis emmerdé dans mon université parce que j'ai signé et j'ai soutenu mes étudiants. Donc, du coup, l'université a des problèmes avec des gens comme moi, vous voyez. Donc, même mes étudiants, ils ne se posent pas cette question-là, c'est déjà dépassé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on est dans l'univers nous, on est dans l'univers des anciens, on va dire, et c'est des jeunes gamins, ils ne savent même pas le programme commun, les échecs de la gauche, etc. C'est peut-être là, sur Gaza notamment, et qui les a réconciliés. Sur la guerre au Moyen-Orient, où on voit que, au moins en France, on a un parti politique qui s'est clairement positionné. Et alors peut-être que c'est en train de changer avec les Verts, parce qu'on se retrouve avec quelqu'un qui est difficilement attaquable comme antisioniste, parce qu'il est juif lui-même, pour les Anglais. Mais par contre, sinon, ça a été très long. En fait, avant c'était Corbyn, il s'en est pris plein. Ils ont réussi à l'éjecter, et pendant ensuite toute une période de 3 ans, 4 ans, il y a plus personne qui osait lever le petit doigt en défense officiellement, hein, je parle au niveau d'un parti politique. Et c'est comme ça qu'on a vu en fait que c'est la population qui a repris en main lorsqu'il y a un vacuum là qui se passe, un vide, voilà, pardon. Lorsqu'il y a un vide qui se passe, la population en fait qui est militante comble ce vide. Et c'est ce qu'on a vu ces derniers temps avec les manifestations pour Gaza, au slogan Free Palestine, et qui a finalement fait tellement peur au gouvernement qu'on a un gouvernement de soi-disant gauche, qui est plus du tout un gouvernement de gauche actuellement, mais on a donc un gouvernement Labour qui passe une loi en accusant quand même un groupe qui a la seule chose vraiment qu'ils aient fait, c'est qu'ils sont arrivés avec 2 trottinettes dans une base militaire. Ils sont montés sur un avion et ils ont fait un tag avec une bombe. Et maintenant, ils ont fait voter au Parlement une loi comme quoi ce groupe est un groupe terroriste. Donc c'est 15 ans de prison si on supporte ce groupe. Et donc on voit actuellement encore, ils ont des manifestations régulières toutes les 2 semaines. Alors souvent plutôt des gens âgés. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent que les jeunes, ils n'ont pas trop envie de démarrer avec un casier judiciaire. Par contre, eux, ils sont tranquilles. Si on veut les arrêter, on les arrête. Et on voit la police qui a arrêté des gens en fauteuil roulant et tout. Parce que la seule chose qu'ils ont un panneau. Ils disent rien. Ils ont un panneau. Il y a marqué Free Palestine. I support Palestine Action. Et si on met si on ne parle pas en mal de Palestine Action, à ce moment-là, on est accusé de complicité avec le terrorisme, et donc arrestation et poursuite judiciaire. Et ils ont quand même arrêté 1500 personnes. Vous êtes, c'est le titre
je le mettrai à la caméra d'un des trucs les plus répugnants qui ne sont pas lancés, mais ils en sortent plein en ce moment. Les complices du mal. Voilà, c'est ça. On est dans une espèce de gauche morale. Et alors le mec, comme il est apparemment c'est un immigré syrien, voilà, il coche les cases, ça va, il peut pas être accusé, et ainsi de suite. Là-dessus, je crois que Madame voulait poser une question, et Monsieur après. Moi, donc déjà merci à Dominique pour la soirée, et merci à Monsieur Valéry d'être présent. Je précise que je suis militante à la France Insoumise, donc il y aura de la bienveillance dans la question. La première, c'est lorsque vous évoquez du coup votre militantisme politique et votre rencontre avec Mélenchon et la France Insoumise, est-ce qu'il y a une part de critique dans le livre ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une analyse critique de la stratégie politique que la France, en tout cas que l'Union Populaire ou la France Insoumise a eu à un moment ? Et je pense notamment au sujet qu'on a eu en tout début de débat sur la seconde droite que représente le Parti Socialiste et cette alliance aux législatives tout de suite après la défaite présidentielle. Est-ce qu'il y a une analyse de ce qui s'est passé à ce moment-là et de ce... Voilà, qui à mon sens pourrait constituer un point de critique peut-être sur le fait d'avoir ressuscité peut-être aussi une certaine partie de la seconde droite. Et ma seconde question est plutôt vis-à-vis de votre vie. Vous vivez aux États-Unis, en Italie, qui représentent des pays qui, je pense, m'horrifient parce qu'ils représentent peut-être notre futur. Et donc la question c'est, est-ce que vous faites des parallèles dans le livre avec la politique italienne et américaine, et si c'est pas le cas, si vous avez des éléments de réflexion sur ce que vous pouvez voir là-bas, et ce que vous percevez sur ce qui nous attend, ou ce qu'on doit justement redouter, les leçons qu'on peut tirer. Excellente question. Donc, il va falloir essayer de répondre quand même relativement brièvement, parce qu'il y a d'autres questions qui attendent. Mais c'est pas du tout c'est pour t'encourager à y répondre. Non, mais moi je suis je suis content d'être ici parce qu'on voit bien l'appétence des débats et des dialogues. Et mon livre, on pourrait faire un autre livre pour faire le bilan de la France Insoumise, qui est un mouvement très jeune, comme vous savez. Non, moi j'avais même profité, j'ai dit une grande partie du livre ne parle pas de la France Insoumise, elle parle de moi et d'où on vient et pourquoi on peut réclamer la France. C'est ça mon propos. Puisque je viens de cette France à qui on n'a jamais donné la parole, etc. Et donc, la gauche la gauche officielle ne m'avait pas permis de dire je suis français, je le réclame, etc. On était dans ces no man's land, tu vois. Donc j'ai profité de ça. Et donc s'il y a quelque chose à retenir, c'est... Alors maintenant, pour la France Insoumise, j'ai consacré qu'aux formes esthétiques, langage, mots, etc. Parce que c'est ma profession. Il y a un petit peu la francophonie et la créolisation et Gaza, mais il faudra faire un autre temps pour faire le bilan et ça, à la limite, je n'ai pas plus de qualité qu'un autre. On pourrait dire, je peux répondre déjà que je sais qu'il y a des critiques qui disent qu'il n'aurait pas dû donner les circonscriptions au Parti Socialiste parce que ça ferait naître les monstres, etc. Mais d'un point de vue tragique, je prendrais l'argument d'un Hugo Paletta qui dit, par exemple, quand on fait une bataille, il faut à chaque fois maximaliser ses forces. Et donc il a bien fait, d'abord il a empêché les RN d'arriver au pouvoir et il a bien fait de consolider, même s'il y avait évidemment une planche pourrie, etc. Donc l'autre côté qui serait un espèce de purisme en disant on va être pur au tout début, il faudrait relire Lénine pour savoir où on mène le purisme. Donc moi je préfère quelqu'un qui soit stratège et qui maximalise ses chances à chaque bataille. Donc vous voyez, j'ai un avis. L'autre question, c'était quoi déjà ? C'était sur les États-Unis. Les États-Unis. Alors les États-Unis, bon, là, on aurait pu parler aussi de l'Allemagne. J'ai un peu vécu en Allemagne, on voit avec les SPD, c'était la même chose. Mais et c'est pour ça que peut-être j'ai une légère différence avec l'ambiance ici, on va dire, c'est plutôt, j'écris presque pour mes étudiants, vous voyez. Donc je ne suis pas sur qu'est-ce qu'on a raté, nous, la gauche, et la bataille un peu, on va dire, sur le mode... du saturnisme ou de la note bleue, comme on dit, du blues. Donc je ne suis pas là pour dire la gauche aurait dû être ça, n'a pas été ça, ou nanana, vous voyez. Je parle de mes jeunes étudiants qui, eux, se prennent, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, quand je croise les étudiants, les insoumis, en fait, c'est des jeunes. C'est-à-dire que moi, qui a aujourd'hui à peine 60 ans, j'ai fait partie de très vieux, quoi.
très vieux. Il y a des gens qui sont même pas nés. Hein, les grands leaders, ils sont même pas nés sous Mitterrand. Ils savent dans les bouquins, tu vois. Donc nous, on est restés à 83, etc. Et ils étaient pipéronnés en 83. Hein. Mathilde Panot, je crois qu'en 83, Manu Bompard n'était pas né. Il est né en 85. Donc, oui, mais Mélenchon l'était. Et je vais pas faire la liste parce que je les connais bien, les Coquerel et compagnie, toute la bande de cuistres là, y compris les ex-trotskistes de mes deux, dans le même genre que Mélenchon, ça c'est la Mitterrandie. Hein. On s'en fiche à la limite. Voilà. Non, mais il faut préciser ça. Non, mais j'ai pas dit qu'ils sont. Je parle d'un contexte, tu dis qui est LFI, qui c'est qui vote LFI, qui sont les militants et autres. Oui, bien sûr, mais encore une fois, c'est pas pour faire de la personnalisation, mais là on parlait du leader charismatique Mélenchon et ce qu'il représente, y compris dans l'imaginaire des jeunes dont tu parles. En tout cas, c'est un outil pour moi et c'est un outil qu'il faut utiliser. Donc, je vais juste dire, il faut juste qu'on imagine qu'il y a 80% de cadres insoumis qui n'étaient même pas nés sous Mitterrand. Donc, il faut juste s'imaginer ça. C'est juste pour nous hein, qu'on essaie de voir nos repères nous-mêmes. Hein. Et j'en parle même pas des autres qui sont nés dans les années 90, tu vois. Donc c'est alors pour l'Italie, j'ai vu une partie en Italie pour des raisons familiales. Il y a c'est mou, mais ça vient de bouger un peu. Tu vois, moi j'aime bien un petit parti qui s'appelle Potere al Popolo, qui est l'équivalent de la moitié de Trotsky, on va dire. Mais ça bouge et ils sont dans un hiver néolibéral encore plus violent que nous. Hein. C'est-à-dire que notre état social était plus fort que celui de l'Italie. Les États-Unis, c'est un peu la même chose. Donc, en fait, quand les choses sont... les États-Unis, on voit bien qu'avec Bernie Sanders, on a vu ça, avec Zohran Mamdani, on a vu ça, les jeunes new-yorkais. Moi, je côtoie les DSA, ils appellent ça les partis DSA. C'est pareil, ça veut dire qu'ils sont dans d'autres pratiques. Ils ne sont pas la vieille gauche dont on représente. Ils sont aussi outillés différemment, etc. Faut noter que tu n'es pas tendre avec Obama dans ton livre. Ah non, j'aime pas Obama. mais Obama, ça, tout le monde comprend. Mamdani, c'est une nouvelle version, une ressucée. Hein. Oui, on va voir. On va voir. Adapté aux circonstances. On va voir, mais c'est un gamin qui vient de naître, donc laissons-lui déjà les champs. Pour Obama, on comprend pourquoi j'aime pas Obama. T'as qu'à écouter les prises de position de Madani sur, par exemple, sur la géopolitique à l'Est, etc. Mais on a des Américains. En fait, c'est des Américains, c'est pas des. Non, mais aux États-Unis, il y a beaucoup plus qu'en France une violente réaction contre la guerre américaine, otanesque, en Ukraine. Hein. Attends, je suis ça de près aussi. Je pense que j'ai même vécu aux États-Unis avant ta naissance. Non, mais j'imagine. Je les connais bien et depuis longtemps. J'ai 73 ans et je suis de très près l'actualité, la politique américaine. Ma sœur enseigne à Stanford, etc. Je peux te dire que aussi bien sur la Palestine, c'est massif. Le rejet maintenant oui, mais c'est récent. Du sionisme. Oui, c'est récent. Mais il y a également un mouvement très fort aux États-Unis maintenant contre la guerre de proxy de la canonnière par serveur interposé que mènent les Américains. Il est vrai très encouragé par les Européens actuellement en Ukraine. Et le problème, c'est qu'ils sont en train de la perdre. En tout cas, moi, tout ce que c'est ça leur gros souci. Et aux États-Unis, ils s'en aperçoivent, ils sont de plus en plus nombreux. En France, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Hein. Mais juste ce que je vais dire, Dominique, vous allez trop vite pour moi. C'est-à-dire, Mamdani, il vient d'arriver, il a un agenda local pour l'instant. Donc, ce que j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec vous, mais j'ai dit que la question internationale chez Mamdani, elle est encore, elle est même absente, tu vois. Elle est très révélatrice idéologiquement. Alors, évidemment, une culture politique, etc. Je veux dire, mais on a aussi cette tendance à... En tout cas, moi, je ne vais pas déjà... Les gars, il vient d'arriver. Donc j'essaie de voir son bureau politique qu'il est en train de monter. Il a monté avec des gens qui sont des lobbies, enfin, contre les lobbies, contre le trust. On verra quand, dans un an, on pourra faire déjà un bilan, mais sur les questions internationales, je ne vais pas déjà sacrifier les gars. Tu feras sans doute un livre à ce moment-là, dans un an, tu vas présenter ici. Avec grand plaisir. Voilà. But I just want to congratulate. I think you're going to have hopefully a really great mayor. The better he does, the happier I am, I will say. There's no difference in party. There's no difference in anything. And we're going to be helping him to make everybody's dream come true, having a strong and very safe New York. And congratulations, Mr. Mayor. Thank you, Mr. President. Thank you. I appreciate it. Please.
I appreciated the meeting with the president, and as he said, it was a productive meeting focused on a place of shared admiration and love, which is New York City. Tu feras sans doute un livre à ce moment-là, dans un an, tu viendras présenter ici. Avec grand plaisir. Voilà. Il y avait d'autres questions, monsieur. Qui connaît mieux encore les DSA de l'intérieur? Parce qu'il est américain, je crois. Si vous voulez. Oui, c'était intéressant. Vous avez parlé du style de Mélenchon. Et je pense que c'est le style qui est la chose qui tente beaucoup des gens. Il y a des prises de position, il y a un représentant de gauche. Mais est-ce que vous pouvez parler plus de ce style? Vous avez évoqué le meeting en 2012, où ça a commencé. Quels autres éléments de style mettent Mélenchon prêt pour peut-être... Moi je vais un petit peu introduire peut-être le temps qu'il puisse rassembler tous les éléments. Mais il parle en effet, il y a toute la troisième partie, c'est vraiment axé sur la forme de la sémiologie, comme il dit. C'est ça. Et donc on voit à la fois donc le discours intellectuel qui se présente comme en confrontation par rapport au discours dominant. Et puis aussi, il y a toute la partie, et là, on sent pourquoi la jeunesse s'associe à la gauche LFI, et donc à la personnalité de Mélenchon. Alors, c'est pas du tout le cas en Angleterre, mais je pense pour d'autres raisons, la gauche, les jeunes Anglais se sont cherchés quelqu'un qui était, on va dire, pas à droite. Et dont se sont reconnus dans Corbyn. Mais pour Mélenchon, il y a toute la partie dont Abdourahmane parle, qui est son aspect, il aime bien la technologie. Il aime bien la science-fiction. Ça y est, tu as préparé ta réponse. L'hologramme t'en parle dans qui est quand même assez accablant. Oui, mais d'ailleurs, on a vu les excellents résultats que ça. Mais l'hologramme, les meetings immersifs, mais ça fait parler. C'est intéressant parce que le résultat politique, entre autres, sans même parler de concret social et économique, tu as vu le résultat. Ben oui, mais 11%, 20%, 22% quand même. Bon. On va le laisser répondre. Voilà. Non, mais en tout cas, si vous voulez, si vous voulez. Sur le lexique, j'aurais souhaité, tu parlais de sémiologie. Sur le lexique, j'ai cru entendre Mélenchon stratège. Pour moi, Mélenchon n'est pas un stratège, c'est un tacticien. J'ai cru entendre LFI parti. Pour moi, LFI, c'est pas un parti. Ils appellent ça vaguement un mouvement. Bon, on pourrait appeler ça une cour, mais précisez en quoi vous pensez que LFI est un parti et en quoi vous pensez que Mélenchon, dans sa vision politique, est un stratège. Je ne vois que de la tactique chez Mélenchon, mais pas de stratégie. Et encore pas de vision de fond de l'avenir du pays. Ah bah écoute, c'est un trotskiste un jour, trotskiste toujours, c'est-à-dire il retourne sa veste comme dans la chanson de Macron, Dutronc, excuse-moi. Oui, effectivement, les aspects tactiques, on peut en parler, la stratégie, mais enfin bon, on sait ce que c'est les trotskistes quand même. Bon, donc il n'y a pas de surprise de ce côté-là, mais je te laisse répondre quand même, parce que tu n'as pas eu le temps de le faire, à la question de monsieur sur la rhétorique, y compris d'un point de vue sémantique, sémiologique, etc., poétique, que sollicite efficacement, et là je te l'accorde, Mélenchon dans sa prise de parole publique, dans son action de promotion de ses idées, de son parti, etc. En tout cas, il y a deux moments que j'évoque dans le livre sur la partie sémiologique, c'est deux meetings. Donc un, j'avais assisté, j'étais là, et l'autre, c'est les vidéos. Donc le premier, celui qui a marqué, où il y avait 70 000 personnes sur la Canebière, il évoque la question des morts, et c'est ça en fait la technique, c'est juste que qu'on éveille, qu'on travaille sur les affects, on va dire, tout ça c'est bien, on connaît la théorie, mais lui il le fait il le fait en vrai, on va dire 70 000 personnes sont là, il dit, il somme en disant taisez-vous,
voyez, elle va dire taisez-vous à 110 000 personnes et parvenir, tu vois, en parlant des morts, etc. Et donc c'est un moment très, très émotionnel, très émotif, ou très émouvant de ce qu'il sait faire et de ce qu'il a fait. Donc on connaît celui-là. Et un autre moment où il est encore peut-être même plus poétique, c'est c'est à Toulouse, à la place, à l'Hôtel de Ville, Capitole, où il parle de la nuit et de l'absence. Alors c'est là où il y a aussi une technique, parce que une partie est improvisée, une partie n'est pas improvisée, vient d'un travail parlementaire qui a été fait par 3 de ses collègues. Et donc l'argument, c'est de dire le capitalisme nous a enlevé aussi même la nuit, parce que là on est étoilé. Donc il fait toute une tirade, si vous voulez, sur la nuit et l'absence, enfin la nuit et les bruits, ce qui sont 2 nuisances. Et là on voit bien qu'il y a une vraie poétique qui est en plus informée d'un constat politique, etc. Et donc, et quand vous le voyez, moi j'étais dans le public, on voyait cette place dense et tout le monde s'était. Et un homme politique nous parle de la nuit et du bruit. Voilà. Donc oui. Tu voulais poser des questions? Non. Comme le temps file, oui, vas-y. Alors il y a monsieur peut-être qui m'avait pas parlé de... Oui, je peut-être en essayant de parler, on va dire, entre les livres et les rendus, peut-être que j'ai glissé en disant partie, non, ils se disent mouvement gazeux, etc. Ou peut-être c'est lui. Par simplification. Oui, c'est pas le plus important. Puis moi aussi là, je suis pas non plus dans on va dire les tacticien ou stratège ou whatever, c'est le résultat qui compte. Moi, oui, mais moi je m'en fiche. Moi c'est l'outil qui m'intéresse, c'est pas. C'est le fait que des gens disent. Moi je disais, je ne peux pas plus voter à gauche. Oui, mais c'est pas grave. mais j'ai lu Badiou, et Winter aussi, c'est pas. C'est Nicole Linard, c'est les Spontex, c'est pas du tout. Linard, elle est invitée, elle était à la même soirée que moi à la pardon. Sa fille qui est une gourde concernant. Je connais bien, je peux vous le dire. Nous, c'est les vrais, c'est-à-dire Nicole et Robert, les fondateurs de la gauche végétarienne. Vous avez la fondatrice devant vous. Mon cher ami. Oui. Vous voyez, on est bien fréquentés. Donc, elle est assez réservée sur les trotskistes en général, mais elle est d'accord avec nous pour dire, là, dans les circonstances présentes, là, c'est clair qu'il faut choisir son camp et on va défendre Mélenchon. Bon. Il y a encore une question. Attends une seconde. Besançon, on ne va pas t'entendre. Une remarque par rapport au parallèle que vous faites avec Corbyn et Bernie Sanders, et pourquoi pas avec Tsipras, qui a été celui qui ressemble à Mélenchon, on n'en parle plus celui-là. Et qui a eu le pouvoir et qui à un moment s'est éteint, enfin la flamme s'est éteinte alors qu'il avait allumé aussi comme Mélenchon. Et moi ma crainte c'est que Mélenchon puisse enflammer des foules, puisse enflammer les jeunes et puis tout un tas d'électeurs et éventuellement arriver au pouvoir et devant la puissance des forces en puissance s'éteignent. Enfin, Pour Tsipras, c'est un petit peu différent. Il y a eu la trahison du référendum qui a été organisé et la manière dont l'Union européenne les a écrasés qui a été... Regarde qui est au pouvoir en Espagne aujourd'hui. Bon, CQFD. Bon, là, est-ce que tu peux répondre à la question du camarade François? Du camarade François. Je dirais plutôt que je connais un peu quelques amis grecs, marxistes, comme quelqu'un comme Stathis Kouvelatis, que je cite à la fin, Kouvelakis, qui était membre aussi du parti de Tsipras et qui s'en est éloigné très vite. Donc on peut évidemment toujours référer en disant, mais en moi il y a 2 arguments qui pensent dire que d'abord Tsipras l'a déjà fait, donc on sait la trahison, ça nous laisse une expérience. 2, les institutions européennes de 2025 ne sont pas aussi fortes qu'en 2012. Après, maintenant, on peut évidemment annuler l'histoire en disant ne faisons rien parce que de toute façon on va rater. Donc et là, je reviendrai en disant aux jeunes, il y a plein de jeunes qui ne savent même pas qui étaient les PASOK et qui étaient Tsipras.
Oui, excuse-moi, d'ailleurs, j'ai fait ma langue à fourcher, enfin j'ai été un peu rapide. J'ai parlé de l'Espagne parce qu'il y a un autre dont on ne parle plus du tout. C'est l'autre, là, l'espagnol, j'ai oublié son nom. Podemos. Voilà. Encore le même genre de format. La même confusion idéologique, la même absence totale d'analyse de classe ou de rapport de force concret dans la société, l'économie, etc. On est dans les représentations, dans les affects, comme tu dis, un imaginaire de classe moyenne un petit peu frustrée, un peu dépitée, et ainsi de suite. Et ça donne ce genre de réaction un peu épidermique. Mais je t'accorde que dans le cas de LFI, ne serait-ce que parce qu'ils sont encore là et qu'ils sont bien mieux placés que leurs opposants de gauche de gouvernement, comme on dit, même si eux-mêmes, à mon avis, font partie de cette deuxième droite, du moins leurs dirigeants historiques, eh bien, ça marche quand même mieux. Tu l'attribues au talent personnel dont on a déjà parlé du camarade Mélenchon, mais est-ce que, là je parle sous ton contrôle, est-ce que tu ne crains pas qu'on aboutisse à la même déception, y compris de la part des jeunes gens dont tu nous as parlé, et qui étaient son public et dont il captait l'attention? La France est toujours un pays monarchiste. Attendez, excusez-moi. Voilà. Là, je vais jouer mon stalinien, mais on va laisser répondre, monsieur. Vous poserez vous avez une très belle chemise. Vous êtes un très bon. Donc, vous avez un homme qui a une très belle chemise. Voilà. Mais comme il s'agit de terminer maintenant, et surtout que il me répond à la question, je vous poserai la question plus tard. La France n'est pas un pays monarchiste. Voilà. Et on en débattra tout à l'heure. On reprend. Non, mais il y a une crainte légitime. Surtout, c'est à l'intérieur tu vois, la partie européenne est compliquée. On les voit d'ailleurs, c'est là où si on avait affaire que ce soit comment elle s'appelle, Manon Aubry ou Oumar J, etc. La partie LFI qui est à l'Union européenne est la plus faible, celle qui est dans la représentation nationale est plus forte. Mais parce que c'est beaucoup plus compliqué dans les machines européennes. L'ensemble des gauches européennes représentent peanuts, tu vois. Donc il y a un rapport qui n'est pas en leur faveur. Et ils ont je sais pas, une huitaine de députés. Donc là, il y a une crainte. Mais on ne peut pas, en tout cas, nous interdire de rêver et de dire on va faire les choses en disant que de toute façon, l'Europe va le bloquer, tu vois, parce que sinon on ne fait rien, évidemment. On pourrait aussi dire qu'il ne se représente pas et que, de toute façon, le Front National va gagner. Moi, c'est pas l'Europe qui va les bloquer. L'Europe, de toute façon, tu as vu où elle en est. C'est pour ça que moi, j'ai dit en 2012... Les pro-européens qui sont totalement opposés, notamment à LFI et surtout à Mélenchon, du fait qu'ils manifestent assez peu d'enthousiasme. Et là, on ne va pas le lui reprocher à l'encontre de la machine absurde bruxelloise. Mais c'est pas eux qui vont les bloquer, pas plus qu'ils ont bloqué. En réalité, c'est pas du tout l'Europe qui a bloqué Tsipras ou Podemos ou Dieu sait quoi. Au contraire, la plupart étaient plutôt pro-européens. Toute cette gauche-là, globalement, en tout cas celle qui s'oppose à LFI pour d'autres raisons, mais aussi pour celle-là, je pourrais t'en dire de belles là-dessus, je suis bien informé, eh bien, c'est pas l'Europe qui va les bloquer. L'inquiétude, la perplexité dont a fait preuve, que je partage totalement, le camarade François, pour des raisons que j'ai déjà expliquées, et donc on en revient... sauf s'il y a encore une ultime question. Il y en a une, elle va venir tout de suite. Il est grec en plus, alors tu vois, il va pouvoir en parler en connaissance de cause. On est très cosmopolite ici. Et donc, c'est que le problème vient pas spécifiquement de l'Europe, c'est eux qui l'ont fabriqué, cette Europe-là, ils l'ont défendu, sans même parler de Mitterrand, etc. Donc, ce qui les bloque, c'est les réalités sociales, économiques et politiques françaises. Sans même se préoccuper de l'Europe actuelle. Et sans parler de la cuisine électorale ridicule à laquelle on assiste actuellement. L'inquiétude, c'est qu'il va y avoir
compte tenu de la faiblesse, pour ne pas dire de la vacuité totale idéologique chez la plupart de ces gens, d'analyse sérieuse, profonde de la situation politique et des problèmes qui se posent, on est uniquement dans le discours, la poétique, et, enfin, éventuellement ça parle, mais c'est complètement vide d'un point de vue des options politiques, de la conduite à tenir, des actions à mener pour essayer d'arriver à sortir, à obtenir quelque chose d'un peu plus juste de notre formation sociale. Donc, si on se limite à ce que tu as à juste titre avancé comme un argument positif et qui fonctionne bien chez, disons, Mélenchon, voire la France insoumise, eh bien, nous sommes très dialectiques ici. L'envers de la médaille, c'est que ça ne mène nulle part. Et ça, on le sait, puisque on pourrait multiplier les exemples. On a parlé de Podemos, de Tsipras, Dieu sait quoi, y compris en France, il y a eu des exemples du même genre. Donc, est-ce que c'est bien ça J'ai reformulé la question, mais c'est ça la question. Et la réponse, l'Europe peut les bloquer, non, ça ne nous paraît pas du tout convaincant. Je sais pas, monsieur Grec. Mais non, mais est-ce que tu peux répondre à ça? Et on va passer la parole tout de suite. Alors la question c'est, vous voulez dire, si je comprends bien, que les formations libris, ou plutôt les habitus de la gauche française et des mélenchonistes s'interdiraient même de faire quoi que ce soit parce qu'ils sont déjà européanisés? Je veux dire, l'argument, juste, je te retourne l'argument que tu proposes dialectiquement comme favorable, comme positif. C'est-à-dire, c'est une bonne rhétorique, ça parle, ça marche. Mais qu'est-ce que c'est d'autre que de la démagogie? Et qu'est-ce qu'on peut en attendre comme résultat? C'est ça la question. Tant qu'ils ne sont pas au pouvoir, on ne peut rien les reprocher, puisqu'on va interdire en disant vous n'y êtes pas. Donc on va voir, par exemple, là, pour les élections municipales qui commencent, ils parlent de communalisme. On verra si... il y a ça, c'est une catastrophe historique, intellectuelle, théorique. Ça prouve justement leur ignorance crasse. Ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent, justement, quand ils nous ressortent ces vieilles lunes là. Bon, bref, on va passer la... Approche-toi, parce que ça, on ne va pas entendre ce que tu dis. Viens un peu plus près. Donc là, c'est notre camarade grec. Non, je ne vais pas parler à titre de... Non, il ne parle pas en tant que grec. Non, vous avez parlé de votre histoire personnelle, de votre parcours personnel, et vous avez insisté sur le fait que vous étiez imprégné, pétri de culture française. Je suis français. Oui, bien sûr, vous êtes français, excusez-moi. Mais vous êtes aussi africain. Oui, c'est ça. Et la question qui m'est venue en vous écoutant, une question un peu, enfin, pas hors sujet, mais qui n'a pas été, je ne sais pas si vous en parlez dans le livre, c'est une question assez bête. Que pense la jeunesse africaine ou les Africains de Mélenchon, de Corbyn peut-être, et de la vie politique européenne, occidentale d'une manière générale? Est-ce que ça les intéresse déjà? Est-ce que ça les intéresse? Non, hélas. Non, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles on s'est entendu personnellement Mélenchon, c'était sur ces questions de francophonie et de... J'ai traduit francophonie par d'abord un point, les usages de la langue. La langue, aujourd'hui, le français, que ce soit en métropole ou ailleurs, comme faisant partie de la diplomatie française, et à titre de francophone, j'ai l'habitude de ces questions-là. Et la deuxième chose, c'est les relations entre le continent africain et la France. Donc là, on parle de géopolitique. Mais malheureusement, les populations africaines, les jeunesses, parce qu'il y a vraiment... le continent est très jeune, tu vois. Donc la distance entre les opinions, ou on va dire le peuple, les jeunesses africaines et la France est très distendue. Donc aujourd'hui, les gens n'ont que des choses négatives à dire sur la France. Et il faut dire, nos élites, Macron en particulier récemment, n'a pas aidé, les mépris qu'il a eu ici et là. Donc quand il y a des énervements dans la population à Dakar ou à Kinshasa, la première chose qui brûle malheureusement, c'est l'Institut français. Donc ils n'entendent même pas qu'il y a nous. Donc ils ne connaissent pas qui est Mélenchon pour l'instant. C'est la même chose. Et d'ailleurs, on a vu que la diplomatie, pour des raisons qui sont très compliquées, qui ne sont pas toujours de la faute de la France, il faut le dire, le fait que les nouvelles juntes du Sahel a choisi un espèce de discours qui est aussi une facilité de dire c'est la faute de la France, nous on va aller... on va faire les quitting, tu vois, on va quitter la France et ils ont tous... Ils font un coup d'État d'abord. Évidemment, c'est aussi stratégique. Ils enlèvent l'ancienne élite, par exemple au Mali, les nouveaux gars parce que celui d'avant a été très copain de Sarko et surtout de Hollande. Donc nous, on est là, le pur et dur. Et donc, il y a vraiment un travail à faire un jour. On verra si on fait un jour. Mais pour l'instant, les gens ont beaucoup de choses à reprocher, surtout les jeunesses,
qui n'ont pas mon âge, malheureusement. Là, on revient à un genre générationnel. C'est pas tes élèves. Parce que moi, j'ai parlé encore... moi, si je leur parlais aujourd'hui, ils diraient, mais celui-là, il veut nous vendre la France, c'est un vendu, quoi. Ils ne m'écouteraient même pas. Parce que les nouveaux gens des trentenaires leur vendent une France qui n'est pas non plus la réalité. Il y a aussi, paraît-il, des lobbies extérieurs qui essaient d'influencer. Bon, en tout cas... L'État est déplorable et nos édiles français, je parle de la diplomatie de Macron notamment, a été au-dessus de tout. Elle a été... Donc, le bilan de Macron, c'est vraiment l'effondrement total et définitif. Bon, parce que d'abord, il ne croit pas à la diplomatie, c'est-à-dire qu'il a une diplomatie parallèle, donc c'est déjà le problème. Donc les instituts ne marchent plus, les alliances françaises, tout ça, tout le monde tire la langue, et donc c'est une souffrance pour tous, on va dire, pour tout le monde. Et pour moi qui crois à cette idée de la France internationale, c'est aussi une souffrance, quoi. Mais je dois être vieux et dans mes illusions, parce que les trentenaires africains ou les vingtenaires, ils disent bah, la France est finie, on va aller en Chine, on va aller ou ailleurs, ou je sais pas quoi. Ou n'importe où, oui, ils vont aller au Dubaï, n'importe quoi, ils s'en fichent. Bon. Est-ce qu'il y avait, je ne me souviens plus, est-ce qu'il y avait une autre question? Sans ça, vous pourrez, comme vous avez tous acheté le livre, évidemment, vous allez pouvoir maintenant vous le faire dédicacer. Les 2 livres, pardon, vous avez les auteurs présents. Je t'invite simplement, éventuellement, une conclusion. Non, mais... Donc, la gauche, y a-t-il encore une gauche à sauver? Et Mélenchon peut-il l'y aider? Alléluia, oui. Oui. Bon. Hell yes. Merci à tous.